Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast qui te donne les clés pour vivre ton cycle en toute sérénité. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Natacha Gentile pour un épisode sur l'acupuncture et la médecine chinoise. Bonjour Natacha. Bonjour Estelle. Merci d'être venue. Merci pour l'invitation. Je te propose de te présenter pour commencer. S'il te plaît, ton parcours et d'où tu viens. Ouais, alors je suis praticienne en médecine chinoise. Je suis aussi enseignante en médecine chinoise à l'EPSN, une école de naturopathie à Lausanne. Et puis je donne des cours de tai chi et de qigong. Merci. Voilà. Et ton parcours professionnel, comment tu en es arrivée là? C'est une longue histoire. J'ai commencé en fait en étant forensicienne, donc je me suis formée en sciences forensiques, donc c'est la science des indices. Okay. Donc c'est-à-dire que on va collecter tous les indices qui vont servir en fait à la justice à se prononcer sur un cas. Donc c'est ce qu'on appelle les crime scene investigators pour ceux qui connaissent les séries, les CSI, etc. Donc voilà, donc ça a l'air assez loin en fait de ce que je fais maintenant effectivement, mais on verra que c'est pas si loin que ça. Et puis à l'époque, en fait, j'ai poussé la porte d'un cours de Qigong et de Tai Chi. D'abord de Qigong, puis de Tai Chi, parce que j'étais assez stressée, en fait, par ma thèse de doctorat. Et du coup, ça a été un peu le coup de foudre, en fait, de ces pratiques. Je ne connaissais pas. Donc, ma grand-mère chinoise faisait du Qigong, mais je ne savais pas ce que c'était. Puis après, en voyant certains mouvements, j'ai compris qu'elle en faisait un peu. Et puis, ça m'a permis un petit peu de calmer certains aspects de stress, des palpitations, des choses comme ça. J'ai fini ma thèse et puis finalement, après, la quête n'était pas terminée puisque quand on commence dans ces disciplines, après, il y a l'acupuncture, la médecine chinoise, etc. Entre-temps, j'étais allée chez un acupuncteur et puis finalement, je me suis inscrite à une école de médecine chinoise. Donc, j'ai fait une école à Genève et puis une école en France aussi. Donc, voilà. Et puis, entre-temps, pendant mes études, justement, j'ai travaillé dans les huiles essentielles et les oligo-éléments. Et puis, ça m'a permis, en fait, de faire aussi un passage un petit peu plus, doux entre les deux. Et puis, maintenant, voilà, j'ai ma pratique privée, en fait, de médecine chinoise. OK. Et donc, le lien entre les deux, j'y reviens, le lien entre les deux, c'est que finalement, c'est un ami qui m'a fait remarquer, il m'a dit, oui, mais finalement, tu es toujours en train de mener l'enquête, parce que finalement, la médecine chinoise, c'est ça. C'est qu'on est toujours en train d'observer tous les indices, les éléments qui vont nous permettre de nous prononcer sur tel ou tel syndrome ou pour nous aider dans le traitement, en fait. Oui, c'est la remarque que je voulais faire justement. Je me suis dit, tu dois être vraiment une experte pour détecter les symptômes et peut-être qu'une mini-formation dans ton travail de base pour les thérapeutes, ce serait hyper intéressant pour justement devenir encore meilleur dans justement cette détection de symptômes, faire les liens, etc. Donc, oui. C'est un parcours très riche et assez original aussi. Donc, on reparlera un peu plus tard de ces deux pratiques plus de mouvement que tu as faites. Mais pour l'instant, on va rester sur déjà la base. Pour la première question, ce que j'aimerais te demander, tout simplement, que je pose à chaque fois à mes invités, c'est qu'est-ce que représente pour toi le cycle menstruel par rapport à ce que tu en connais, ce que tu observes autour de toi, ce que peut-être même tu as vécu toi-même? Alors, pour moi, le cycle menstruel, en tout cas par rapport à ce que j'ai vécu, j'ai jamais eu vraiment de gros soucis. C'est vrai que parfois, j'entendais de mes copines qui disaient qu'elles avaient des douleurs à être couchées ou qu'elles tombaient dans les pommes. Donc ça, j'ai jamais eu de soucis. Voilà, ça a toujours été très régulier. J'ai jamais eu vraiment de douleurs particulières. Donc, je comprenais pas forcément ce qu'il y avait. Puis, je me suis jamais forcément intéressée en fait à savoir pourquoi en fait c'était douloureux. Et puis, maintenant, ce que représente le cycle pour moi, mon travail de tous les jours finalement m'amène des gens qui ont effectivement des douleurs, des pathologies à ce niveau-là. Donc c'est vrai, et c'est ça que je trouve un petit peu regrettable, c'est qu'en fait on voit finalement que les gens qui ont des douleurs ou qui ont un certain type de déséquilibre, pour appeler ça de manière générale, considèrent que c'est normal. Donc c'est normal d'avoir mal tous les jours, c'est normal de tomber dans les pommes, c'est normal en fait d'avoir tout le temps des bouffées de chaleur. Eh ben non, c'est pas normal en fait. Et la médecine chinoise, alors
voilà, la médecine chinoise, en fait, dit que normalement, on ne devrait pas avoir de douleur, en fait. On peut très bien avoir des cycles qui sont sans douleur. Donc, c'est qu'il y a un déséquilibre à quelque part entre les énergies yin et yang, entre les méridiens, les organes, etc. Oui. Donc, voilà. Oui, c'est important de le rappeler. Je ne sais pas si si ça vient de la jeunesse de la Bible, de Ève qui a été punie, que ce soit tellement ancré dans nos esprits que c'est normal de souffrir, alors qu'en fait, si la nature nous a constitués d'une certaine manière, c'est pas pour qu'on passe notre vie à souffrir, c'est pour qu'on soit toujours embêté. C'est pas une punition, c'est pas un manque de chance, c'est qu'il y a quand même, c'est quand même le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à l'état dans lequel on devrait être à la base. Ouais. Donc c'est vraiment important de le rappeler. Je me permets de te poser la question parce que c'est vrai que c'est rare d'avoir des personnes qui me disent qu'elles n'ont jamais eu trop de problématiques menstruelles. Mais du coup, pour toi, ça n'a jamais été un problème d'accompagner des femmes qui ont ces troubles menstruels sans en avoir eu toi-même. Tu t'es quand même sentie à l'aise pour les accompagner, pour les comprendre? Oui, alors après, quand les gens expriment la douleur, on peut comprendre, mais c'est sûr que je peux jamais me mettre à leur place de quelqu'un qui me dit qu'elle a mal au point de tomber dans les pommes. Ça, je ne peux pas comprendre. Mais oui, pour accompagner, pour moi, ça ne pose pas de problème. Après, il y a, on va dire, la compréhension, la compassion, le fait de pouvoir comprendre la problématique de l'autre. Puis après, on va dire, il y a son analyse en médecine chinoise. Donc, il y a quelque chose qui, finalement, est une manière un petit peu plus objective de regarder que le côté subjectif. Oui. Après, ce qui est intéressant, je pense, dans la médecine chinoise, c'est... Alors, les règles, par exemple, en chinois, ça s'appelle yue shi. Ça veut dire les choses du mois. Okay. Et le yue, du mois, donc, en gros, ça veut dire mois, chose. Et le mois, en fait... c'est aussi en fait le même idéogramme que la Lune, que celui de la Lune. Or, le cycle fait 28 jours et celui de la Lune est aussi de 28 jours, 28,5. Donc, on a quand même une similitude entre les deux qui est très forte. D'ailleurs, beaucoup de femmes disent en fait qu'elles ont une ovulation ou elles ont leurs règles au moment de la pleine lune ou au moment de la nouvelle lune. Donc, il y a un lien qui est très fort en fait entre ces deux. Et en fait, le cycle, finalement, quand on regarde qu'est-ce que c'est, le cycle, c'est quelque chose qui se déroule d'une manière régulière. Et régulière, ça veut dire qu'on sait que ça va revenir, en fait. Et que ça va revenir au moment donné, d'une certaine manière, et que ça va recommencer quelque part. Et donc, c'est ça que nous indique la Lune aussi, avec sa croissance et sa décroissance. Et on verra... peut-être j'en parlerai plus tard, mais finalement, qu'est-ce que c'est le cycle ? Quand on l'observe, si on l'observe un petit peu comme la Lune qui croît et qui décroît, on a des similitudes qui sont assez incroyables, quoi. Ouais. Oui, c'est intéressant cette symbolique de la Lune qui a un peu comme toujours été là. Et ça me questionne toujours qu'on parle de ça parce que c'est vrai qu'on parle toujours de ce cycle de 28 jours, mais il y a quand même énormément de femmes qui ont des cycles plus long que 28 jours. Donc, je me pose toujours la question. Je me dis que si on a un moment... utiliser la Lune pour parler du cycle menstruel, c'est pas par hasard. Il y a sûrement eu quand même, à la base, il y avait un sens avec ça. Donc, je me demande toujours, est-ce que peut-être physiologiquement, si nos corps étaient vraiment en parfaite santé et en parfait équilibre, on ne devrait pas toujours avoir justement des cycles qui colleraient à la Lune, mais que de par nos modes de vie, la lumière, la pollution, etc., finalement, on a, pour beaucoup d'entre nous, des cycles qui sont très décalés par rapport à un cycle lunaire. Je me pose toujours un peu la question parce que je pense que ce qu'on utilise au départ, ça a toujours un sens. C'est pas par hasard si on a parlé de la Lune, mais en même temps, c'est que si on regarde des cycles aujourd'hui de femmes occidentales, on peut se demander où est la Lune parce que c'est tout semble décalé. Voilà. Et puis je sais que les études ne montrent pas de lien direct entre les deux, mais en même temps, je pense que si on en a parlé à un moment, c'est pas sans raison. Mais c'est intéressant du coup. Ça m'a toujours un petit peu questionné. Et justement, on a en fait ce parallèle finalement. Si le Soleil est Yang, donc on a les énergies Yin et Yang qui sont les grandes références en fait philosophiques non pas que de la médecine chinoise, mais finalement de toute la vision chinoise.
Le yang étant, sans que ça soit catégorisant, mais lié au principe masculin, le yin lié au principe féminin, sachant qu'il peut y avoir des femmes yin, des femmes yang, des femmes plus yang que yin, etc. Donc le yang est associé à la force, à la chaleur, le yin à l'immobilité, à la passivité, au froid ou au frais. On a des... Donc, ce que je veux dire, oui, c'est du coup, le soleil, finalement, on pourrait dire c'est le principe yang, voilà. Et puis, l'autre pendant, c'est le yin, donc la femme. Donc, le fait qu'il y ait cette symbolique, et en plus qu'on le retrouve en plus dans les idéogrammes et dans la manière de s'exprimer, donc les textes classiques disent vraiment les choses du moi, arrivent périodiquement, c'est pas un hasard. Oui, merci. Maintenant, je propose, avant qu'on aille un petit peu plus loin, tu en as déjà parlé un peu, mais j'ai 2 questions à te poser. La première, en lien avec ce dont on est en train de parler maintenant, c'est-à-dire la médecine traditionnelle chinoise. Est-ce que tu pourrais nous en dire, là tu as déjà parlé du yin et du yang, mais nous en parler un petit peu plus en termes de, finalement, quels sont ces grands principes, et puis comment sa vision de la santé diffère de nos pratiques occidentales. Je crois que c'est vraiment intéressant. Alors, les grands principes de la médecine chinoise, c'est forcément, on va dire déjà le yin et le yang, qui sont, comme j'ai dit avant, non pas des... Alors, on peut les percevoir comme des opposés, mais qui sont plutôt des complémentaires. Et ça va être, pas que pour la médecine chinoise, mais une manière, en fait, de décrire 2 choses qui sont différentes, complémentaires, dans le monde, en fait. On peut presque dire dans l'univers, mais dans le monde, dans le jour et la nuit, dans l'actif, le passif, dans faire et ne pas faire, en fait, ou faire et être passif. Et si on va un petit peu plus loin, le yang insubstantiel, donc qui n'est pas lié, qui n'a pas de matière, et le yin qui est matière. Et si on va un petit peu plus loin là-dedans, donc finalement, la médecine chinoise, on a le yin et le yang, et après on a le qi et le sang finalement. Le qi qui est plutôt yang et le sang qui est plutôt yin, donc plutôt dans la matière. Et qu'est-ce que c'est le qi ? Donc le qi, c'est l'énergie. Ah oui, l'énergie. C'est mon mot de tous les jours, donc moi je ne me pose plus la question. Oui. Mais oui, le qi, donc c'est l'énergie en fait. Donc quand on dit qigong, le travail sur l'énergie. Et c'est ce qui circule finalement dans le corps, mais pas que dans le corps, dans les plantes, qui vient en fait le qi céleste, en fait, le qi du ciel, le qi de la terre, en fait, qui est partout, qui anime tout et qui fait finalement qu'on a tous les changements de la vie qui sont opérants. Quels sont un petit peu les grands principes en termes de peut-être de comment on considère la santé, comment on accompagne la santé dans la médecine chinoise par rapport à la médecine occidentale ? Alors, je pense, la grande différence, c'est qu'avant, en tout cas de ce qu'on disait, c'est que les gens consultaient le médecin et payaient le médecin pour la prévention. Quand ils étaient malades, alors on ne payait pas le médecin parce qu'il avait mal fait son travail. Donc il y a un côté préventif qui est extrêmement important. Et d'ailleurs, dans les disciplines de la médecine chinoise, il y a le Qigong et le Tai Chi qui travaillent sur cet aspect préventif. Et la médecine chinoise en tant que pratique médicale, donc avec l'acupuncture, la moxibution, les ventouses, la pharmacopée chinoise, peuvent autant faire de la prévention que du traitement. Mais on préférera toujours faire de la prévention. Bien que maintenant, de nos jours, on va plutôt consulter le médecin ou le thérapeute quand ça ne va pas, en fait. Oui. Ensuite, je pense que la différence principale, c'est que, et on le voit lors d'un diagnostic de médecine chinoise, c'est qu'en fait, on va essayer de considérer tous les symptômes en même temps. C'est-à-dire que la personne, elle vient, elle a mal à la tête, elle a des nausées, elle a des selles qui sont une fois molles, une fois dures, et elle a mal aux gros orteils. Enfin, voilà, bon, j'ai dit un petit peu n'importe quoi, ce qui me passe par la tête. Mais la grande différence, c'est qu'on ne va pas dire « Ah oui, je vais vous traiter votre gros orteil » et puis en fait, le reste, on n'en tient pas compte. Donc en fait, on va traiter la personne dans sa globalité et non pas forcément le symptôme principal pour lequel elle vient. Donc ça va être finalement de poser un diagnostic qui est cohérent en fait, avec tous les symptômes qu'on voit et qui dit « Alors je peux établir un traitement dans ce sens et normalement, si je règle ça, eh bien ça devrait régler tout ».
Alors, il y a des symptômes, en fait, qui sont, on va dire, des manifestations qui sont aiguës, qui vont être traitées très facilement. Et puis après, il y a les choses chroniques. Si on a, par exemple, tous les symptômes d'ovaire polycystique, c'est des choses où il faut traiter le terrain à long terme sur des choses, sur quelque chose. Voilà, c'est un traitement qui est conséquent quand même. Donc, ça ne va pas être juste en plantant 3 aiguilles une fois qu'on va résoudre le problème. Et puis, la médecine occidentale, par contre, alors sans vouloir faire le procès de quoi que ce soit, s'intéresse à un élément et va en fait s'occuper de cet élément-là, dans cette case-là. Même si maintenant on peut scanner tout le corps, on peut regarder en fait si on a des masses, des tumeurs à différents endroits. Le point fort en fait de la médecine occidentale, c'est vraiment, je pense, le côté analytique, c'est-à-dire d'être très précis et de pouvoir déterminer en fait avec des outils de pointe des éléments qui sont pathologiques, qui ne relèvent pas de l'ordre normal. Et donc ça, c'est vraiment le point fort de la médecine occidentale. Et je pense que c'est très important, en fait, et qu'il faut, en fait, s'appuyer là-dessus pour pouvoir travailler ensemble, notamment. Oui. Merci. Ça me fait sourire ce que tu as dit avant par rapport au côté préventif, parce que j'ai pensé à toi, justement, il y a quelques jours, j'ai vu passer un extrait d'un film français où je crois que les personnages se retrouvaient en Chine, et puis il y avait justement un des personnages qui disait à l'autre, tu sais pas comment c'est la médecine là-bas, chaque année toute la famille va chez le médecin, ils vont voir s'il y a potentiellement un déséquilibre qui arrive et tout ça, et justement il y avait aussi l'histoire de s'ils sont malades, le médecin est pas payé et en plus il a une mauvaise réputation. Oui, et je me disais, est-ce que c'est un peu caricaturé ou est-ce que c'est vraiment représentatif de la réalité? Puis quand je t'entends, je vois que c'est assez représentatif quand même de la réalité. Donc c'est génial. Est-ce que tu as, je ne sais pas si tu peux répondre à cette question, mais est-ce que tu as une idée de pourquoi il y a une telle finalement disparité de vision entre ces deux médecines? Pourquoi le côté préventif est tellement difficile à faire entendre et puis à cultiver dans notre société occidentale? Est-ce que tu as une idée, une piste d'explication pour ça? Non, je ne sais pas du tout, je dois dire. Mais je pense que la prévention, quelque part, c'est quand même lié aux soins qu'on s'apporte à la base. Et ça veut dire, finalement, l'attention qu'on porte. Pas que au fait de se dire « Ah, c'est le moment de ma consultation chez le médecin ou le thérapeute », mais aussi le fait de se dire « En fait, tout ce que je mange a une influence sur mon intérieur. Tout ce que je fais, toutes mes pensées, toutes mes émotions, etc. » Et en tout cas, cette conscience que l'extérieur a un effet sur l'interne, donc quelque part le chi extérieur, le chi du ciel, le chi du froid, le chi du vent, a un effet sur notre intérieur, le chi et le sang du corps. Il est connu depuis l'ancien temps, en fait, en Chine. Ici, je connais mal l'histoire en fait de la médecine occidentale et européenne, donc je pourrais pas trop dire, mais je pense que c'est vraiment lié à des connaissances préalables sur quels sont les effets en fait de l'extérieur sur notre corps, en fait. Peut-être je me trompe, mais voilà. Oui, il y a sûrement plusieurs facteurs aussi culturels qui font que la société occidentale va vite, cherche la performance, et puis du coup, on a peut-être... je pense qu'on a naturellement moins cette tendance à s'écouter, à observer son corps, etc., parce qu'on est toujours dans cette folie un petit peu. Donc, c'est sûrement déjà une des raisons... une des raisons principales, mais ça commence quand même, ce côté préventif, il commence à se faire un peu entendre, notamment par toutes les médecines alternatives, toutes les thérapies alternatives qui existent, qui sont justement qui visent un côté plus préventif, même si, comme tu disais avant, on va généralement voir un thérapeute quand ça va pas, rarement quand ça va, mais il y a quand même cette conscience et aussi d'essayer de prendre en considération tous les symptômes que... Oui.
bah voilà, s'il y a une carence en fer, dépend chez quel professionnel tu vas, il va directement te dire on fait une petite injection, etc. Et puis tu en as d'autres qui vont se dire ok, mais pourquoi le fer il est carencé, quelle est l'alimentation, est-ce que le corps assimile bien, est-ce que ça a peut-être un impact sur la thyroïde, sur l'équilibre hormonal. Enfin, on commence à avoir quand même des professionnels qui vont justement dans la médecine fonctionnelle pas mal, qui vont essayer de chercher tous les liens qu'il peut y avoir et pas juste prendre le symptôme et traiter le symptôme. Mais il y a encore un peu de travail à ce niveau-là. Si on prend plus spécifiquement l'acupuncture, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est, déjà peut-être l'origine de l'acupuncture, les utilités, le concept de méridien, enfin un petit peu tout ce qui touche à cette thérapie. Ouais. Alors l'origine de l'acupuncture, on va dire son origine, c'est-à-dire comment est née l'acupuncture, je pense que ça reste un petit peu un mystère quand même. Ce qu'on sait des traces qui ont été relevées par l'archéologie, c'est qu'en fait, ils ont découvert des silex en forme de poinçon, en forme de pointe, qui avaient des formes particulières en fait. Et sur la base de ces éléments, ils ont émis des hypothèses. Notamment, une des hypothèses, ce serait qu'ils faisaient des tatouages et que pendant ces tatouages, en fait, ils ont vu, en poinçonnant certains endroits, que ça avait des effets sur le corps de manière répétée, et que donc, en fait, certains points avaient des effets sur le corps, sur ce qui se déroule dans le corps. Donc ça reste une hypothèse. Dans les autres choses qu'on sait, finalement, c'est aussi qu'il y a un texte, c'est en fait le grand texte fondateur de la médecine chinoise, qui est le classique de l'Empereur jaune, qui est vraiment le texte fondamental en fait de la médecine chinoise. Et lui, il a été, en tout cas, certaines parties ont été mises en lumière je crois que c'était 3 ou 4e siècle avant Jésus-Christ. Mais l'empereur lui-même, qui est un des acteurs dans le texte, donc il y a l'empereur et son ministre, Chibo, eh bien, cet empereur, en fait, il vit déjà à 2500 ans avant Jésus-Christ. Donc ça veut dire que l'acupuncture date déjà d'il y a très, 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 très longtemps, même si les écrits, en fait, sont un peu plus récents. Et donc, quelle était ta question après ? C'était un petit peu l'acupuncture, donc l'historique, là, les utilités, et puis le concept de méridien. Enfin, si tu nous expliques un petit peu plus aussi comment on procède quand on fait de l'acupuncture. Oui. Donc, l'utilité en fait de l'acupuncture, donc on va utiliser des aiguilles qui sont fines et stériles. Donc c'est très fin, hein, c'est pas du tout comme la grosse seringue qu'on imagine, dont on a le souvenir quand on a reçu une piqûre à l'hôpital. Et puis, en fait, avec ces aiguilles, on va stimuler certains points. Donc, on dit soit on tonifie, soit on disperse l'énergie, soit on harmonise. Et donc, ces points, en fait, sont répartis sur tout le corps et ils sont répartis selon certains méridiens. Ils appartiennent, en fait, à un méridien yin ou à un méridien yang. Et on a 12 méridiens, on va dire, classiques, ordinaires. 6 méridiens yin, 6 méridiens yang. Et alors, les méridiens yin sont plutôt sur l'avant et l'intérieur du corps, et les méridiens yang plutôt sur l'extérieur et la partie postérieure du corps, sauf le méridien de l'estomac, qui est yang et qui passe devant. Il y a toujours quelques exceptions. Et les méridiens, c'est quoi, des canaux énergétiques C'est ça, donc les méridiens sont comme des canaux énergétiques en fait, qui circulent de bas en haut du corps. Certains, alors on a des canaux extraordinaires aussi, dont un est horizontal. Mais c'est des canaux en fait qui vont faire circuler le sang et l'énergie. Et donc l'acupuncture consiste finalement en fait à aller tonifier ou disperser cette énergie quand elle est en excès, ou tonifier quand elle est en vide, sur certains méridiens. Et ces méridiens, donc j'ai pris une illustration ici. Alors je peux la montrer comme ça. Hop. Donc on a là le méridien en fait de la rate. Alors, la rate chinoise n'est pas la rate occidentale. Okay. On va dire que ça s'apparente assez au pancréas, finalement. Oui. Mais quand on parle finalement d'organes en médecine chinoise, on ne parle pas que de l'organe, on parle de l'organe et de ses fonctions, ou de l'entraille et de ses fonctions. Et donc, un
un méridien comme ça, finalement, donc on voit qu'il y a une ligne noire qui trace en fait un chemin donc, par lequel passe l'énergie, avec des points spécifiques qui sont décrits dans les textes classiques et qu'on va poncturer en fonction du tableau et selon ce qu'on veut faire. Et ces méridiens à l'interne se relient en fait à un organe ou une entraille. Là, notamment, elle se relie à la rate et à l'estomac. Donc, il y a des couples en fait d'organes entrailles et ça suit en fait et ça passe aussi par le cœur. Donc, c'est en utilisant en fait toutes ces interconnexions aussi avec les organes et les entrailles et les passages et les chemins à l'intérieur du corps qu'on va faire en fait un traitement pour avoir un effet précis. Donc déjà, juste par le concept de méridien, on illustre vraiment ce côté interconnexion entre les problématiques. Oui. Parce qu'en fait, si on prend en considération un aspect, eh bien, selon le méridien, etc., il faudra voir les autres organes ou les autres connexions qu'il peut y avoir. Oui. Et un déséquilibre qu'on peut avoir sur un méridien va engendrer d'autres déséquilibres sur les autres méridiens. Mmh. Donc, un problème qu'on n'a pas traité va se répercuter sur d'autres méridiens. Oui. Et c'est pour ça que finalement, quelque chose qui devient chronique, alors que c'était une petite chose au départ, quand elle n'est pas traitée, si en plus elle pénètre à l'intérieur du corps, donc on a encore une notion en fait d'extérieur et de profondeur. On a toujours un petit peu ces deux aspects, haut, bas, gauche-droite, externe, interne. Et donc si en plus, admettons que la personne attrape froid, elle ne se traite pas ou le traitement est erroné ou est effectué de manière erronée ou mal fait, on va dire. La personne décide de se traiter elle-même avec des informations sur Google. Ça peut, je veux dire, c'est assez fréquent. Finalement, on peut très bien avoir le froid qui pénètre à l'interne et qui va se transformer, qui va avoir différentes transformations. En fait, ce chi, sa particularité, c'est qu'il se transforme. Et donc, il va se transformer avec d'autres manifestations. Et donc, on va avoir un déséquilibre qui va se répercuter et sur des méridiens et sur des organes, si en fait, il rentre vraiment à l'interne. Donc, voilà. Ok, et du coup, quand on traite quelqu'un en acupuncture, parce que je sais pas, moi j'ai une image d'une personne recouverte d'aiguilles. Oui, c'est tout à fait ça. Oui, c'est ça. Non. Non. Ouf. Mais donc, le thérapeute va poser des questions à la personne pour essayer déjà d'identifier ses symptômes, et puis ensuite la personne commence à planter des aiguilles et puis il regarde comment ça réagit ou comment... Oui. Donc, il y a toute une partie qui est très importante, c'est toute l'anamnèse finalement, où on va poser les questions liées au problème, c'est-à-dire, OK, vous avez mal aux pieds, mais depuis quand, c'est arrivé comment, etc., etc. Et puis après, il y a toutes les questions de comment ça fonctionne chez vous. Parce que bien sûr que chez monsieur et madame tout le monde, normalement, on fonctionne tous de la même manière. On a tous un estomac, etc., etc. Mais certains, ils ont un estomac, quand ils mangent, ça remonte. D'autres, ils ont des nausées. D'autres, ils n'ont pas très faim. D'autres, ils préfèrent manger que des aliments liquides. Enfin, voilà. Et donc ça, déjà, tous ces petits éléments nous donnent en fait des informations sur comment fonctionne. Là, par exemple, je parlais de l'estomac, donc le système digestif. Donc, il y a toute la partie interrogatoire. Puis après, il y a la partie observation. Alors après, c'est souvent pas en même temps. C'est-à-dire que quand on pose les questions, on observe aussi le teint, etc., etc. Il y a la partie palpatoire où en fait on va prendre le pouls qui va nous donner en fait des indications sur le chi et le sang, le état, le yin et le yang. Et puis il y a la partie aussi palpation abdominale ou palpation, on va dire, d'autres parties selon ce qui est amené comme problématique. Et puis la poncture, effectivement, qui est finalement, on va insérer des aiguilles sur des points précis. Est-ce que l'acupuncture fait mal? Souvent, la question, c'est... Oui, effectivement. Alors, ce que les gens ressentent souvent... Alors, il y a des points qu'on ne sent pas. Il y a des gens qui ont... Déjà, on a tous une sensibilité différente. Ce que les gens sentent surtout, c'est quand, en fait, on passe le derme, donc la peau. Mais une fois passé ça, en général... voilà, c'est pas non plus... On ne plante pas des couteaux, quoi. Oui. Et c'est très fin. C'est très fin, c'est très petit. Et puis, voilà. Ok. Ça va peut-être rassurer certaines personnes. Oui, après, il y a différentes manières de poncture. En fonction de ce qu'on va faire, donc de l'effet qu'on doit avoir, on doit manipuler les aiguilles, parfois pas. Ça va dépendre un petit peu du traitement. Donc, Et puis, il y a des gens où pendant 5 séances, ils sentent rien. Et puis, tout à coup, la 6e séance, c'est très compliqué parce que tout à coup, ils sentent plein de choses. Alors, voilà, ça dépend un petit peu de l'énergie du jour aussi. Hein.
Oui, oui, et puis bon, après, on a comme l'habitude, c'est comme quelqu'un qui va chez un ostéopathe ou chez un rebouteux. Oui, c'est les zones qui sont un petit peu en tension vont forcément faire un petit peu mal sur le moment quand on va travailler dessus. C'est un petit peu le jeu aussi. Oui, Donc, en général, on s'en remet. Donc, c'est sûrement un petit peu pareil pour l'acupuncture. Du coup, maintenant, j'aimerais bien que tu me parles de l'acupuncture par rapport au cycle menstruel, comment on peut l'utiliser, mais peut-être avant, tout comme tu as parlé un petit peu des principes de la médecine chinoise, je serais curieuse de savoir comment la médecine chinoise considère le cycle menstruel, aussi au niveau des ovaires et de l'utérus, comment c'est vu, comment c'est perçu dans la médecine chinoise, peut-être avant de parler d'acupuncture. Oui. Quand on perçoit en fait les règles finalement comme un cycle, finalement, on a toute la partie menstruation, donc avec le sang, qui est finalement la phase du sang. Donc, dans cette partie, à ce moment-là, en fait, donc le sang sort du corps, on se sent lourd souvent, on a peu d'énergie. Donc, on pourrait dire que, alors si je fais un parallèle peut-être un peu grossier, mais si je fais un parallèle avec les saisons, pour que tout le monde comprenne, donc on pourrait dire on est dans la saison de l'hiver. Peu d'énergie, on a du mal à se bouger, on se sent lourd, moelle un peu, voilà. Et puis après, on a toute la partie où finalement, on a toute la reconstruction du yin, donc on a les parties à l'intérieur, les tissus qui finalement se reconstituent. Et donc là, on a un peu plus d'énergie. Donc on a l'énergie du printemps qui remonte comme ça, jusqu'à atteindre en fait une apogée qui est l'été. Tout le monde est content, il fait chaud, il fait beau. Et effectivement, à ce moment-là, on a l'ovulation. On a finalement l'hormone de la LH qui va aider en fait à l'expulsion de l'ovocyte. Alors là, je fais un petit shift avec la médecine occidentale, mais voilà, juste pour dire le truc. Donc, l'ovulation finalement, elle est associée à la phase de l'été où pouf, on fait sortir l'ovocyte. Et puis, à ce moment-là, les gens, ils ont un petit peu chaud aussi. C'est assez voilà. Puis après, on a la phase de l'automne qui est associée au métal. Je n'ai peut-être pas parlé. Donc, l'hiver, c'est associé en fait à l'eau, le printemps au bois, l'été au feu, et puis l'automne au métal. Où là, en fait, le chi, en fait, redescend. Et en fait, donc, comme les fruits qui tombent, et puis les feuilles qui tombent, donc le chi descend. Et là, en fait, on a le sang qui va commencer à s'accumuler gentiment pour la période avant les règles. Souvent, à ce moment-là, on a tous les syndromes prémenstruels, donc les gens qui sont... Alors souvent, mais oui, souvent quand même, qui sont un peu irrités, ça ne fonctionne pas, on est très vite susceptible, voilà. Et donc souvent là, c'est parce qu'en fait, le chi ne peut pas circuler, il y a une stagnation d'énergie et le sang s'accumule et ça crée un peu ce truc où il faut qu'il se passe quelque chose, quoi. Il faut faire sortir quelque chose. Oui, mais ça, je me permets de t'interrompre, ça c'est quelque chose que j'ai déjà souvent entendu et que moi-même j'ai expérimenté, surtout quand je sais pas, des fois, tu as l'impression que tes règles, elles peinent à arriver. Oui. Tu sais, tu as même du spotting, t'as tout, mais ça vient pas. Oui. Et il y a ça me parle ce que tu dis, cette tension qui s'accumule et tu as purée, il faut que ça sorte. Oui. Et tout d'un coup, ça commence. Alors, là, c'est la libération. Mais c'est intéressant ce que tu dis là parce qu'il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles ressentaient ça vraiment sur les dernières heures ou les peut-être 2-3 derniers jours. Il faut qu'il y ait un truc qui se passe, quoi. Oui. C'est vraiment intéressant. Oui, et puis du coup, c'est vraiment cette énergie. L'énergie, en fait, elle est mobile, elle doit bouger. Quand tout va bien, elle doit bouger. Quand elle commence à pas bouger, ça va pas, ça stagne. Et puis alors quand ça stagne au début, ça crée pas forcément des douleurs, mais par contre, au bout d'un moment, quand ça stagne trop, ça crée des douleurs. Les douleurs qui sont liées au cycle menstruel, si elles sont avant les règles ou après les règles, ça nous dit quelque chose en médecine chinoise. Souvent, avant les règles, il y a quand même une histoire de stagnation, en fait. Stagnation d'énergie, stagnation de sang, peut-être. Donc voilà, on va dire une perception un peu imagée à l'image des saisons du cycle. Ce qui est intéressant dans la médecine chinoise, le grand texte de la médecine chinoise, donc le texte avec l'empereur jaune, il décrit pas que le cycle, mais il décrit aussi le cycle de la vie. Parce que dans le cycle de la vie, il y a les règles qui arrivent. Et il dit notamment, donc chez la femme, ça se passe par tranche de 7 ans.
à l'âge de 7 ans, la femme, la future femme, qu'est-ce que c'est, les dents de lait changent, les cheveux poussent, ils sont abondants, etc. Et on dit à 2 fois 7 ans, en fait, la rosée céleste, ça s'appelle. Donc, c'est pour dire, la rosée céleste, c'est pour dire, en fait, les règles arrivent et elles viennent de manière régulière, les choses du mois arrivent de manière régulière. Et à ce moment-là, la personne peut avoir des enfants. Et ainsi se déroule et à 3 fois 7 ans et à 4 fois 7 ans. Donc, jusque-là, tout va bien. On est en pleine floraison, tout va bien, les tissus croissent, on est magnifique, etc. Et puis après, c'est la catastrophe. À 5 fois 7 ans, ça commence à être la déchéance. Donc, on commence à avoir les cheveux qui tombent, etc. Et en fait, à 7 fois 7 ans, il dit la rosée céleste, donc les règles, s'interrompent. Donc en fait, tout ça, c'est décrit aussi comme un cycle. Enfin voilà, c'était juste pour dire, il y a le cycle, on parle du cycle des règles, des menstruations, mais finalement, il y a aussi la vie de cette rosée céleste, en fait. Mmh. Donc voilà. C'est très poétique en plus. Oui. Et on en a parlé avant, j'ai eu une question qui est venue sur Instagram, et du coup, je te la pose maintenant, vu qu'on parle du cycle. La personne se demandait s'il y avait un lien entre le cycle menstruel et puis les pleins et les vides de certains organes. Alors déjà, peut-être juste, qu'est-ce que ça veut dire les pleins et les vides des organes? Parce que je ne sais pas si ça, c'est très parlant. Puis est-ce que ça a un lien avec le cycle menstruel? Alors, oui, forcément, il y a un lien. Maintenant, ce qui me pose un petit problème, c'est le vide et le plein comme ça. C'est un peu comme si on dit le yin et le yang, en fait. Parce que finalement, c'est ça, le yin et le yang. On vide d'un côté, on remplit de l'autre. Si c'est pas vide, c'est plein. Si c'est pas yin, c'est yang, en fait. Après, quand on parle par rapport aux organes, si on prend par exemple le rein, le vide on peut avoir en plus le vide de yang du rein, le vide de yin du rein. Vide de yang du rein, la personne va être plutôt frileuse, elle va avoir froid, les extrémités froides. Vide de yin du rein, la personne aura plutôt tendance à avoir des manifestations de chaleur en haut, peut-être un petit peu d'agitation, de dysphorie, des choses comme ça. Et puis après, quand on parle de plénitude, la plénitude, quelque part, c'est la plénitude du rein, c'est par exemple l'œdème. Alors maintenant, comment le relier? Enfin, alors là, je parle du rein, c'est peut-être pas l'organe dont il aurait fallu parler, mais finalement, c'est un petit peu ça qui me pose. Mais ce que je peux dire par rapport à cette question, c'est que oui, bien sûr, les déséquilibres, si en fait le vide et le plein veut dire déséquilibre dans la question, oui, bien sûr que le déséquilibre en fait d'un organe va avoir une répercussion sur le cycle et notamment sur tous les organes finalement, organes et fonctions du foie, du rein et de la rate. Et on pourrait rajouter de l'estomac, puisque finalement, l'estomac, en fait, c'est celui qui va, on va dire, il va recevoir toute l'énergie des aliments et il va aider à la transformation avec la rate pour pouvoir enrichir notre énergie centrale, en fait, qui va aussi être utile dans le côté nutritif, en fait, du sang. Ok. Donc voilà, je suis pas sûre d'avoir pu répondre exactement à la question, mais oui, ça a un effet quand on parle en fait de déséquilibre d'organes d'organes ou de sang ou voilà, sur le cycle, oui. Et ça, juste une toute petite parenthèse, pour savoir s'il y a ces vides, ces pleins d'organes, comment tu sais ça en fait? Ça va apparaître dans l'anamnèse. Ah, c'est par rapport aux symptômes? C'est par rapport aux symptômes, voilà. Okay. Syndrome de vide de rate. Oui. Donc, syndrome, c'est-à-dire c'est un tableau, en fait, syndrome de vide de rate. Donc, j'en parle parce que je pense que c'est quelque chose qui est assez commun. Voilà, on a des ballonnements, on a les selles molles, on est un peu fatigué, on a une somnolence postprandiale, c'est-à-dire qu'après avoir mangé, on est un peu fatigué comme ça. Parfois, on a du mal à digérer les aliments, on peut avoir des allergies aussi. Enfin voilà, il y a tout un tableau en fait comme ça qui vont nous dire ah oui, on est plutôt dans un syndrome de vide de yang de la rate ou des choses comme ça. Ok, merci. Si on revient sur l'acupuncture, par rapport au cycle menstruel, comment est-ce que l'acupuncture peut nous aider à soulager certaines problématiques? Les plus courantes, en général, les problématiques de douleur ou de saignement trop abondant, syndrome des ovaires polykystiques, endométriose, enfin un petit peu ces pathologies générales. Comment on peut utiliser l'acupuncture pour ça? Alors, déjà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, pour une même
pathologies. Par exemple, pour des ovaires, syndrome des ovaires polykystiques, on aura différents tableaux. Ça veut dire qu'en fait, on ne va pas traiter de la même manière si en fait la personne elle a plutôt un syndrome comme ça ou un syndrome comme ça. Ensuite, comment l'acupuncture peut aider? Eh bien, l'acupuncture permet justement de faire circuler l'énergie, de lever des blocages. Après, quand c'est des manifestations qui sont, on va dire, légères, alors légères, il peut y avoir des douleurs très, très aiguës, hein, donc je ne parle pas forcément de ça, mais on va dire on a des petits déséquilibres. L'acupuncture parvient assez bien et assez rapidement à réguler en fait le problème, le déséquilibre. Donc, en fait, on va insérer des aiguilles sur certains points. Il va y avoir, en général, c'est quand même rare, mais ça arrive, qu'il y ait en fait une résolution du problème en une séance. Mais ça peut arriver 1, 2, 3 séances. Mais c'est vrai que selon la pathologie, et puis surtout si c'est de la chronicité, en fait, s'il y a de la chronicité, il faut quand même beaucoup plus de temps. Peut-être que pour des manifestations qui sont un petit peu plus aiguës, il faudra de la pharmacopée. Donc, les plantes chinoises qui sont extrêmement puissante. Donc voilà, donc ça c'est, je dirais comment. On peut aussi, par exemple, quand il y a des douleurs menstruelles, après il faut voir le tableau, mais par exemple s'il y a du froid, en fait, ce qui est assez courant en fait finalement, s'il y a du froid au niveau du ventre, ça va être de réchauffer avec la moxibution, qui est en fait une pratique qui est faite avec de l'armoise. Et puis, on va chauffer cette plante. Alors, on ne la pose pas sur le ventre du patient, mais en fait, ça va être en fait, de faire diffuser et la chaleur et l'énergie de la plante. Donc, l'énergie de la plante étant très importante pour qu'elle puisse rentrer en fait, dans le corps, chasser le froid et débloquer les méridiens. Souvent, quand il y a douleur, il y a blocage. Mmh. Oui, c'est pas surprenant parce que c'est un peu l'association qu'on a quand on a une douleur, c'est que quelque chose est coincé. Oui. Ouais. Donc en fait, de manière générale, à partir du moment où on a une problématique menstruelle, si on vient voir quelqu'un comme toi, tu vas nous poser plein de questions, faire un tableau de nos symptômes et puis dire, ben voilà la problématique probablement qu'elle est issue de ceci, de cela, et en fait on fait un travail, global. Exactement, oui, c'est ça. Tout à fait, ouais. D'accord. Et pour d'autres aspects de la fertilité, par exemple, une femme qui souhaite concevoir, est-ce que l'acupuncture peut aussi être utilisée en préconception? Oui, alors tout à fait, oui. Alors, il faut voir un petit peu quel est en fait le contexte, en fait. C'est-à-dire, est-ce que c'est parce que la personne n'arrive pas ou est-ce que c'est parce qu'elle a envie de mettre tous ses atouts de côté? Il faut voir le déséquilibre qu'il peut y avoir chez la personne. Mais effectivement, oui, ça se fait. Et puis, ça se fait même très bien. Et je pense, là justement, parce que souvent, c'est quand même des gens qui viennent en consultation parce qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfant depuis un moment. Mais ils ont aussi tous les examens médicaux occidentaux. Donc, il y a quand même... Et donc, ça, c'est assez intéressant parce que déjà... si on commence à traiter la femme, mais en fait, il n'y a pas que la femme qui est en cause, mais il y a aussi peut-être un problème, je ne sais pas, au niveau des spermatozoïdes qui sont trop petits, etc., ou insuffisants. Voilà, donc déjà, on peut augmenter en fait les chances des deux côtés. Et oui, donc ça se fait. Après, il y a, on va dire, il y a les difficultés de conception, et puis après, il y a l'infertilité. Il faut voir en fait jusqu'où en fait on est. Mais oui, c'est possible. Oui, est-ce qu'on peut aussi agir avec la... Oui, je pense l'acupuncture, les aiguilles, elles peuvent aussi s'appliquer au niveau de la tête. Donc, on peut aussi agir sur le centre de contrôle de la production hormonale aussi. Alors, oui. Enfin, je ne sais pas si ça se fait, du coup, par rapport à vos protocoles et tout ça. Mais... Les acupunctures sur la tête, oui, ça se fait. C'est même très fréquent. Et pas que pour les problèmes de cycle. Mais on va dire que... Une personne formée en médecine chinoise ne va pas dire « je vais travailler sur l'axe hormonal, hypothalamo, etc. etc. » C'est trop occidental. Je vais mettre une aiguille là. Oui. On va plutôt travailler en fait sur les déséquilibres yin-yang, etc. Ou avec certaines pharmacopées sur, je sais pas moi, il y a des glaires, il y a un terrain de glaire, etc. On sait que certaines formules de pharmacopée ont par exemple des effets sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, donc sur les hormones. Donc ça, c'est démontré, il y a des études, etc. Mais on ne va pas forcément chercher cet axe hormonal en cause. Ok,
Ça, c'est plutôt la stratégie occidentale, alors. Oui, c'est-à-dire que là, on a déterminé de manière précise que c'est l'hormone truc, etc., etc. Oui, bien sûr. On est dans quelque chose d'un petit peu plus précis, en fait. Oui, on a ciblé vraiment précisément, puis on agit directement dessus. D'accord. Tu as parlé avant, tu as pas même parlé du foie, de la rate, des reins, mais forcément, quand on parle du cycle menstruel, moi, je pense ovaire utérus. Est-ce que on travaille aussi spécifiquement sur les ovaires et l'utérus ou justement plutôt sur les autres organes comme le foie, la rate, les reins? Est-ce que c'est un organe sur lequel on peut agir directement ou pas forcément? Alors oui, bien sûr qu'on peut agir directement. Donc on a des points qui sont à proximité, juste en dessus. On a des points qui sont en lien avec, ça s'appelle la chambre de l'enfant, si on traduit. On a le col de l'utérus qui est la porte de l'enfant, en fait, si on traduit correctement, si on traduit les termes chinois en français. Donc oui, on travaille dessus. Après, ça va être en fait des points qui sont en lien avec ces éléments-là. On pourrait par exemple avoir du froid dans l'utérus, ce qui fait que la personne, en fait, elle n'arrive pas à concevoir parce qu'il y a ce froid. Alors, pourquoi il y a ce froid ? C'est la grande question. Est-ce que la personne, elle aime faire des bains en eau froide, elle aime s'asseoir dans l'eau froide, le froid est rentré d'une autre manière. Enfin voilà, il y a du froid qui est rentré et du coup, on va chasser ce froid ou avoir une action sur le sang pour chasser ce froid, en fait. Ok. Sur le sang et l'énergie, ouais. Ça répond à ta question ? Oui, merci. Une dernière question par rapport à la fertilité. Une problématique qui est très fréquente aujourd'hui, c'est le stress. Et puis, je me rappelle qu'au téléphone, on en avait un petit peu parlé. Et puis, vous avez une approche très intéressante aussi au niveau de la gestion du stress. Et du coup, je te posais la question par rapport à l'acupuncture ou la médecine chinoise de manière générale. Comment vous percevez le stress et puis comment vous pouvez agir dessus? Alors, le stress, on va déjà dire il y a deux stress. Si on veut tout décliner en yin-yang, il y a le stress yang et il y a le stress yin. Okay. Mais le stress yang, ça va être en fait toutes les nouvelles chocs. C'est-à-dire, on apprend, on a un accident, on apprend une mauvaise nouvelle. Quelque chose en fait qui est de nature inattendue et plutôt brutale. Et puis après, on a tout le stress. Alors, ce stress yang impacte quand même beaucoup les reins. Donc, l'énergie vitale, elle est stockée dans les reins. Donc, elle va beaucoup impacter cette énergie. Mais le stress yin n'est pas à négliger. Ça veut dire que, alors, je sais pas, quand je parle de stress yin, j'ai toujours une image, je ne sais plus d'où, mais une espèce de goutte d'eau qui tombe dans une pièce et on entend toujours que cette goutte d'eau. Ah, c'est insupportable. Et qui commence à nous énerver. Oui. Alors ça, c'est peut-être le cas de figure qui arrive peu chez nous parce que bon, les maisons sont quand même bien faites. Mais ça peut être quelque chose, en fait, une tension qui est un petit peu toujours là, latente, peut-être pas forcément consciente, et qui est toujours un petit peu là, et qu'on accumule. Et en fait, ça consomme beaucoup, voire même de manière... voire même trop, en fait, ça consomme beaucoup notre énergie. Et au final, donc si on laisse perdurer la situation, au final, ça prend sur l'énergie de nos reins. Et on en arrive en fait à des situations de burn-out qui sont finalement des situations extrêmes où on peine après à retrouver, en fait, à remonter la pente. D'accord. Et parce que quand tu parlais du stress yang, on voit, c'est vraiment les gros trucs chocs. Mais du coup, pour cette histoire de goutte d'eau, donc il y aurait par exemple un état d'hypervigilance qui s'installe. Voilà, c'est ça. Mais Hypervigilance, hypersensibilité. Oui. Et après, en termes de traitement, donc, alors c'est ce que je veux dire, c'est en termes de traitement, on va pouvoir aider le corps, on va le supplémenter en énergie, le soutenir, etc. Mais en fait, au bout d'un moment, il faudra régler ce problème qui crée une tension interne. Oui. Soit par des approches qui nous permettent, nous, de modifier notre position par rapport à l'extérieur, soit en modifiant l'extérieur. Donc ça, c'est... Et je pense que justement, l'acupuncture et la médecine chinoise a son côté préventif dans ce sens où, mais pas que ces thérapies, finalement, toutes les autres thérapies alternatives et complémentaires, elles ont en fait cette force justement de pouvoir aller dire, tenir compte de cet environnement pour pouvoir mieux vivre, en fait. Dans cette histoire de gouttes d'eau, est-ce qu'on peut inclure aussi toutes ces autres sources de stress comme la pollution, l'alimentation inadaptée? Clairement, oui, ça ferait partie de toutes ces petites choses qui créent une tension au fur et à mesure. Oui, c'est vrai que la goutte d'eau, on a l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas très commun. Mais c'est vrai qu'une mauvaise alimentation, tous les jours,
de manière répétée, 2 à 3 fois par jour, c'est clair que ça a un impact sur le corps qui est énorme. Ou la pollution, ou vivre dans un environnement extrêmement bruyant qui crée quand même, qui peut créer du stress chez certaines personnes. Oui. Tu fais aussi un peu de prévention justement par rapport, par exemple, à l'alimentation. Est-ce que tu donnes aussi des conseils? Oui, parce qu'en fait, alors, je pense que la diététique, on peut se mettre à 25 autour d'une table. Il y a 45 000 manières de voir les choses. Mais c'est vrai que l'alimentation a un effet très important sur le qi et le sang. On dit beaucoup en médecine chinoise ne pas manger froid, ne pas manger cru. Alors, les gens qui sont adeptes des crudités et des crudivores, ils tirent un peu la gueule. Mais ça ne veut pas dire pas complètement. Ça veut dire qu'en fait, il faut un petit peu équilibrer les choses. Je fais un peu de la prévention. Et je pense que tous mes confrères et consoeurs le font aussi. Parce que, quelque part, si on ne règle pas l'alimentation, ou en tout cas, si on ne l'équilibre pas ou on ne la modère pas, c'est difficile d'avoir un effet sur tout le corps. L'alimentation, en fait, il faut voir que l'énergie, on reçoit l'énergie de nos parents, donc le qi ancestral, le qi de nos ancêtres, etc. Et puis après, il y a le qi, donc ça s'appelle le qi prénatal, et après, il y a le qi postnatal, donc qui est en fait ce que l'on reçoit comme qi via nos actions de respiration et via nos actions de nourriture. Donc l'énergie, en fait, elle va venir de là. Donc quelque part, si on ne règle pas l'alimentation, ça va être difficile en fait d'avoir une action sur la globalité du corps. Oui. Donc dans une prise en charge, justement, si par exemple la personne elle a une problématique de stress, tu vas autant aller agir avec tes petites aiguilles aussi que par des conseils, inviter la personne à revoir son alimentation, son sommeil, peut-être ses choix professionnels. Il y a aussi tout cet aspect d'accompagnement qui se fait, qui se fait autour. Oui, je pense que c'est vraiment à percevoir de manière globale plutôt que juste 1 point, 2 points, 3 points, 5 aiguilles. Oui. Et par rapport à... je fais juste une aparté aussi sur l'alimentation ou sur... ça pourrait être aussi le sommeil, etc. Selon les problématiques, selon ce que tu perçois au niveau des organes, enfin le profil de la personne, il y a des alimentations qui seront plus adaptées. Est-ce que vous avez aussi un peu une carte alimentaire par rapport aux problématiques ? Alors, on va dire que selon le tableau, c'est sûr que la personne, par exemple, si elle a un tableau de, je ne sais pas, chaleur de l'estomac ou un syndrome, on va dire, quelque chose qui est lié à la chaleur, la personne, c'est sûr qu'elle aura plutôt envie de boissons froides. Dans ce cas-là, ça va être un peu compliqué de lui dire il faut boire de l'eau chaude. Effectivement. Elle ne va pas aimer. Oui. Mais en fait, on va dire que normalement, avec le traitement et le suivi, ça doit se réguler un peu. Et la personne devrait avoir moins tendance, quand il y a moins de chaleur, on a moins envie de froid. Et la personne, elle devrait avoir moins tendance, en fait, de vouloir aller vers ces choses-là. Donc, il y a des aliments qui sont plus appropriés parce qu'on a un déséquilibre. Ou il y a des aliments qui sont, dont on a plus envie parce qu'il y a un déséquilibre aussi. Oui, c'est l'exemple typique, le sucre. Quand on a envie tout le temps de manger du sucre, c'est qu'en général, notre corps il a besoin d'autre chose et puis que ça passe par le sucre. Mais des fois, en augmentant les apports, mangeant plus de protéines, plus de gras, comme par hasard, le sucre, on en a mangé. Oui. C'est ça. Oui, donc ça, c'est intéressant aussi d'avoir conscience quand on a des habitudes qui s'installent, toujours se demander est-ce que c'est vraiment ce que mon corps a besoin ou est-ce que c'est plutôt le signe que mon corps n'a pas ce dont il a besoin. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Oui. Et c'est vrai que dans ces cas-là, on peut encourager les gens à essayer de changer une petite chose et juste de voir qu'est-ce que ça donne. Oui. Donc, voilà, il y a des gens qui ont beaucoup de distension abdominale, donc dans un tableau de vide de Young-Larath, comme j'en ai parlé avant. Et dans ces cas-là, le fait de leur dire mangez un petit peu moins de crudité. J'ai une patiente là récemment qui est venue avec, on va dire, une sorte de tableau comme ça. Et puis elle m'a dit manger tiède ou chaud, ça me change la vie là. Mais finalement, sans l'avoir expérimenté avant, voilà. Oui, des fois, il faut juste oser. Après, l'histoire du cru, etc., ça peut se retrouver aussi dans d'autres pratiques, dans le sens, à partir du moment où on cuit un aliment, on lui fait subir une préparation. Et typiquement, dans les aliments fibreux, le fait de les cuire, de les éplucher, ça les rend plus digestes, en fait. On peut aussi l'expliquer d'une façon toute logique, quoi. Oui, c'est ça. Donc, c'est assez cohérent,
là. Si quelqu'un a envie de venir te voir pour un suivi, globalement, comment ça va se passer? Alors, globalement, donc, il y a une première consultation où il y a cette anamnèse, on fait un petit peu le tour de tout. Donc, ça va en fait de questions qui sont liées à la problématique aux questions des antécédents médicaux qui sont quand même aussi importants. Donc, le fait de savoir si la personne a eu d'autres opérations, s'il a eu des enfants, des accouchements compliqués, etc. Et puis après, il y a le nombre de séances d'acupuncture, ça va un petit peu dépendre du problème. Si en fait le problème est aigu, on va se voir à raison, on va dire, ça dépend du problème, mais ça peut être 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine. Si le problème est un petit peu moins aigu, du coup ça va être un petit peu plus espacé, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Ça dépend aussi s'il y a de la prescription de pharmacopée avec, donc de la pharmacopée, donc des plantes chinoises avec. Ça dépend du problème. En général, on fait une évaluation après 3, 4, 5 séances, je dirais. Et puis on regarde comment ça va, comment ça change. Oui, ok. Avant, tu parlais de complémentarité entre la médecine chinoise et puis la médecine occidentale. Toi, est-ce que tu collabores parfois avec, là si on reste sur les femmes, est-ce que tu collabores parfois avec des gynécologues? Est-ce que des fois il y a des, tu vas gérer une partie du problème et puis ensuite la personne elle va aller voir un autre professionnel pour gérer le reste. Est-ce que tu vois ces synergies-là? Alors, dans le fait que les gens vont aller voir une personne ici puis une personne là, oui, j'en ai. Mais par contre, au niveau des synergies, c'est un petit peu regrettable, mais non, pas vraiment. C'est-à-dire que on n'a pas vraiment de... Peut-être on n'a pas d'occasion, en fait, de lier, en fait, ces différents professionnels. Mais non, c'est plutôt... je connais les noms des médecins ou je connais les noms des médecins traitants. Je propose de faire certains examens. Enfin, je recommande. Je dis peut-être qu'il faudrait creuser ici ou là. Mais en aucun cas, c'est moi qui vais avoir je ne vais pas avoir de contact avec ces gens-là. Oui. J'ai eu une fois pour un autre cas, mais ce n'était pas forcément de la gynécologie. Okay. Donc, les contacts, malheureusement, sont assez rares avec le côté de la médecine occidentale, ce que je regrette, mais d'un côté, je le comprends parce que les visions sont tellement différentes. Ça a changé. Donc, voilà. Peut-être que ça va changer. Peut-être, il faut espérer. Et du coup, tu pourrais suggérer à la personne d'aller voir son gynécologue et faire certaines analyses, ou bien si la personne vient te voir avec des analyses, ça peut être utile. Oui. Alors, effectivement, je pense que l'idée de prendre en compte en fait les données de la médecine occidentale, elles sont aussi très importantes pour savoir un petit peu où en est la personne. Ça nous donne... Parce que nous, on a une idée, le yin, le yang, l'époux, etc. Et puis après, on a une valeur chiffrée. Alors, dans certains cas, la médecine chinoise va être un soutien, en fait, au traitement de médecine occidentale. Alors là, je parle plutôt de traitements comme... Enfin, pas plutôt, mais ça peut être des traitements de chimiothérapie ou des choses comme ça, où en fait, on va soutenir l'énergie vitale, aider à refaire la formule sanguine, pour qu'en fait le corps il puisse supporter les effets de la chimiothérapie. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ou bien il y a d'autres cas de figure où finalement on va être un petit peu... la personne va faire quelque chose en médecine occidentale, mais elle y croit pas trop. Donc en fait, elle vient chez nous pour essayer de résoudre le problème, n'ayant pas vraiment de solution à son problème ou n'étant pas pro-médicament. Et puis après, on a quelque part où... Là où la médecine chinoise, finalement, peut faire quelque chose, et la médecine occidentale, en fait, nous apporte des éléments pour dire le traitement a des effets sur les valeurs, je ne sais pas moi, des hormones, etc., etc. Et donc, on a quelque part, on montre que la médecine chinoise, l'acupuncture, ça a été démontré, il y a des études, a un effet sur ceci, cela. Donc, on va dire c'est un petit peu ces deux. Je pense que c'est pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, c'est juste que c'est savoir dans quel contexte on les utilise, comment, et en complémentarité, c'est mieux, bien sûr. Oui. Ouais. Mais actuellement, c'est plutôt les patients qui vont faire le lien entre toi et entre l'autre professionnel. Et... Oui, il faudrait espérer que ça
que ça s'ouvrira un petit peu. Voilà. Après, c'est important quand même de préciser, tu as dit, il y a des études sur les pratiques que tu fais là. Et la médecine chinoise, c'est quand même reconnu par l'OMS comme une des 4 médecines tout à fait. Qui ont une importance. Donc, c'est pas... Oui, on n'est pas en train de faire un mélange de plantes au milieu de la brousse. Voilà, c'est ça. De planter des bâtons dans les bras des gens. Oui, c'est ça. Non, mais c'est bien de le préciser parce que parfois, il y a des personnes qui ont vraiment cette vision de si on sort de la médecine occidentale, moderne, etc., tout le reste, ça n'a aucun fondement. Mais non, c'est la médecine chinoise est reconnue. La naturopathie, contrairement à ce qu'on peut penser, elle est reconnue aussi. Et donc, ça veut dire qu'elles ont des fondements, qu'elles sont intéressantes à prendre en considération. Tout à fait, c'est sûr. Exactement, ouais. Oui, merci. Donc, on vient te voir. Est-ce qu'il y a quand même des pratiques, peut-être d'acupression ou des points spécifiques que en tant que femme, on peut travailler chez soi, soit en complément des suivis avec toi, soit en prévention, tout comme, je ne sais pas, on peut faire... du brossage à sec comme geste santé quotidien. Est-ce qu'il y a des petits gestes santé quotidien qu'on peut faire à ce niveau-là? Tu parles au niveau de l'hygiène pour le cycle menstruel ou pas forcément? Oui, je dirais, si on est en tant que femme, pour notre hygiène de vie en termes d'acupression, de points, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire soi-même chez soi sans aiguille? Alors, de manière générale, je dirais déjà les automassages, en fait, c'est un grand... alors, ça fait partie du Qigong. Mais c'est quand même un grand outil qu'on ne considère plus. Pour faire des automassages, il n'y a pas forcément besoin en fait, de faire plein de cours. C'est souvent les automassages, au départ, ils sont nés parce qu'en fait, on a mal là, alors on fait comme ça. Les automassages, alors, j'en parle de manière générale là, mais on va dire que ça active en fait le sang. Ça active l'énergie, ça va faire circuler le sang. Et la femme étant de nature yin, on a plutôt tendance en fait à comment dire, le fait qu'il y ait beaucoup de sang, par exemple, juste avant les règles, ça circule pas beaucoup. Donc le fait de masser, ça va faire que ça circule et puis on peut se sentir mieux. En plus de ça, on augmente en fait la conscience à son corps et puis on affine un peu ses sensations. Donc voilà. Puis après, de manière plus précise, certains points. Alors oui, pendant les consultations, je donne des points à masser selon le contexte. Pas forcément tout le temps, mais pour certaines personnes, quand je vois que la personne, elle aurait besoin finalement d'acupuncture tous les jours, mais c'est pas possible, je lui donne quelques points à se masser. Maintenant, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que voilà, là, du coup, ça s'adresse un peu à tout le monde. Et puis, c'est un petit peu, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a derrière chez les personnes. Peut-être je peux parler, alors, un point, on va dire, qui est... en lien en fait avec la sphère gynécologique et puis tout le bas-ventre. Alors, je ne sais pas si je peux le montrer ici sur le schéma. Donc, sur le méridien de la rate, on a ici le... Est-ce que c'est juste? Ah, je suis en train de mettre mon doigt dessus. Le sixième point de la rate, qui est en fait la réunion des 3 yin, qui est en fait là où les méridiens du foie, du rein et de la rate se croisent et tous en fait passent par le bas-ventre. Et ce point précis a une action sur la sphère gynécologique. Donc ça peut être des troubles gynécologiques de tout ordre. C'est un point qui va activer le sang, donc on peut masser. Mais attention, pas chez les femmes enceintes. Ok. Donc, suspicion de grossesse ou femme enceinte, ne pas masser ce point. C'est pour ça que voilà, c'est toujours un peu délicat. Ça a quand même des actions ça peut avoir des actions assez fortes. Donc c'est un point que l'on situe comment? Alors donc si on prend la médecine chinoise en fait localise ces points avec une mesure qui est la largeur de la phalange. Et donc on dit c'est un tsun. Et ce point en fait se situe à 3 tsun, c'est-à-dire c'est une largeur de main ici. Ceci, c'est 3 tsun. Donc, si depuis la malléole interne, donc la pointe de la malléole interne, je pourrais montrer, mais je risque de devoir faire une acrobatie. Donc, si ça, c'est la pointe de ma malléole interne, je pose en fait une largeur de main et j'arrive à l'intérieur de la jambe, donc sur un point qui peut être sensible. Souvent, il est sensible chez certaines personnes et qui est en fait la réunion des 3 yin, donc le point 6 rat. Oui. Qui va permettre en fait de faire circuler le sang. Voilà, c'est un point qu'on peut masser régulièrement quand on a un petit peu des troubles du cycle, des troubles menstruels. D'accord. Et puis sinon, le geste santé de base à faire chez soi, c'est les automassages. Les automassages.
Et puis après, la médecine chinoise considère par exemple que en fait, tout le corps se trouve dans la main, tout le corps se trouve dans la ventre, ou tout le corps a une correspondance, enfin il y a des correspondances avec tout le corps sur la tête. Donc finalement, selon quelle que soit la partie qu'on masse, déjà si on a conscience en fait de ce qu'on fait, puis qu'avec ce geste, on se dit je cherche à masser tout mon corps en massant, je ne sais pas, toute la main ou tout le ventre, c'est déjà bien. Je pense que le massage du ventre, c'est quelque chose qui est un petit peu délaissé. Et en Chine, c'est très, très fréquent quand même. Oui. Donc, c'est quelque chose qu'on peut facilement faire. Donc, c'est pas très compliqué. On pose les deux mains, on tourne. Après, il y en a qui vont dire il faut tourner à gauche, il faut tourner à droite. En fait, il faut surtout écouter et puis sentir. Parce qu'il y en a qui auront besoin de tourner à gauche et d'autres à droite. Il y en a qui ont des diarrhées, il y en a qui ont de la constipation, il y en a qui ont de la stagnation, d'autres pas. Donc voilà, ça va un petit peu dépendre de son tableau. Et puis d'écouter surtout écouter en fait. Finalement, quand on écoute, après, on sait ce qu'on a besoin. Ouais, je pense que dans l'automassage, il y a quand même un côté assez instinctif. Oui, tout comme tu disais avant, on a mal à l'épaule, on va ouais. instinctivement aller masser ça. Oui. Donc peut-être tout à fait, se mettre à l'écoute de ça aussi. Oui. Merci. J'ai une dernière question de pratique. Tu as mentionné plusieurs fois le tai chi et le Qigong, ouais. Qigong que je prononce Qigong juste. en japonais, c'est juste en japonais. Ok. Qigong. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces pratiques et puis comment ça peut peut-être être bénéfique pour notre cycle menstruel ou pour notre santé en général? Oui. Alors, c'est des pratiques corporelles chinoises qui sont plutôt lentes, plutôt douces. On fait des mouvements qui sont plutôt harmonieux. On ne cherche pas à faire ni de la performance, ni de la puissance, ni de la vitesse. Et puis, en fait, on travaille sur l'énergie. Donc, on va faire circuler l'énergie avec ces mouvements. Alors, c'est intéressant, premièrement, parce qu'on développe un peu la sensation, des sensations un peu plus fines. On est un petit peu plus réceptif, en fait, à soi. On ressent un petit peu plus de choses. Et puis, au fur et à mesure qu'on travaille, en fait, sur l'énergie, on va faire circuler cette énergie. Alors, au début, on ne sait pas trop ce qu'on fait, en fait. Voilà, on suit. Et puis après, au fur et à mesure, à force d'écouter, on va un petit peu sentir. On peut sentir, en fait, des choses qui se passent. On peut sentir le chi, on peut sentir l'énergie. Et c'est des pratiques qui sont préventives. Donc, elles appartiennent à la médecine chinoise. Elles font partie de la médecine chinoise et elles sont préventives dans le sens où elles font circuler l'énergie et le sang, mais de manière douce. Donc, on va dire, les gens qui n'aiment pas aller faire des jogging ou quand on ne sait pas quoi faire, mais qu'on sent qu'il faut faire quelque chose, on peut tout à fait faire des pratiques comme ça. C'est des pratiques qui vont prendre leur sens et développer, on va dire, tout leur potentiel quand en fait on a une pratique qui est un peu régulière. Alors, les gens ils se disent « Ouh là là, mais pratique régulière, c'est catastrophique ». Oui et non, dans le sens, si on s'impose 25 minutes ou 1 heure tous les jours, puis qu'on n'arrive pas parce qu'on a un emploi du temps rempli, oui. Mais après, rien que le fait de connaître 1 ou 2 mouvements, puis juste de faire ça tous les jours, c'est déjà ce moment-là où en fait on va consacrer du temps un petit peu à sa perception de soi et puis affiner son ressenti et être réceptif à ça. Et donc peut-être plus facilement on va se dire mais là je sais qu'il faut que je bouge parce que je suis avant mon cycle, je sens que ça stagne. Oui. Et puis voilà. Oui, la pratique du mouvement, elle se répand un peu au-delà du sport. Hein. Je vois des fois des thérapeutes qui mettent en avant justement ce fait de bouger. Alors, ça peut être par des pratiques précises, comme tu viens de le dire, ou juste par un peu de yoga, ou juste mettre un peu de musique et puis bouger un peu, mettre sentir, et voilà, fait, pour relâcher les tensions ou pour faire circuler l'énergie. C'est quelque chose que j'entends souvent. En tout cas, je remarque que, par exemple, au niveau des menstruations, au niveau des, justement, quand il y a des douleurs, de juste aller faire des mouvements de bassin, en fait, de bouger ça. Ça fait justement circuler, de la chaleur et je trouve que ça aide assez bien à soulager sans partir sur des choses forcément très compliquées. Oui, c'est ça, ouais. Oui. Puis voilà, peut-être juste suivre ce que son corps dit. De nouveau. Oui, et comme tu dis, de choisir, de pas forcément se lancer. C'est vrai que le défi de 1 heure par jour, ça peut paraître énorme, mais ça peut être déjà 10-15 minutes. Et après, il y a toujours cette fameuse leçon de morale par rapport au téléphone. Si on passe tant de temps sur le téléphone, on peut bien... Non, mais à part ça, c'est vrai, malheureusement. Mais on peut tout à fait se dégager 10-15 minutes pour ce genre de petits mouvements. Je pense que le plus important, c'est de trouver à quel moment c'est le mieux pour soi.
Parce que quand on a trouvé que ça nous fait du bien à ce moment-là précis, parce que ce ne sera pas le même pour tout le monde, du coup, on arrive à mieux l'intégrer. Oui. Donc, voilà. Je te remercie. Alors, on arrive au bout de cet échange. Merci beaucoup pour toutes ces précieuses informations. Je te pose pour terminer la question un peu signature de ce podcast. Ça signifie quoi pour toi bien vivre sa cyclicité au quotidien? Eh bien, la cyclicité au quotidien. Je pense que déjà, si on dit juste bien vivre, quelque part, ça veut dire on vit sans tension, en harmonie avec soi-même et en harmonie avec l'extérieur. Donc déjà là, voilà. Et donc, pour qu'il n'y ait pas de tension, quelque part, se dire que le cycle vient au bon moment, au moment attendu, et il nous fait pas mal, etc. Donc, je pense qu'il y a... Pour moi, bien vivre sa cyclicité au quotidien, ça veut dire quelque part respecter le naturel. Et je pense que on en a parlé avec la Lune, etc. Et c'est même aussi le cycle de la vie et de la mort, finalement. Hein, mais aussi, finalement, c'est pouvoir suivre le naturel, écouter son corps et puis faire en fonction de ça. Voilà. Sans tension, sans disharmonie et en étant bien. Voilà. Ça fait beaucoup, en fait. Ça, c'est dans un monde parfait. Mais on peut y tendre et puis on a le droit tout à fait de viser l'idéal. Hein. Oui, voilà. Je te remercie pour ces jolies paroles. On a bien du travail maintenant. Et donc, on peut te retrouver à Lutry. À Lutry, oui. Je mettrai le lien de ton site internet dans la barre d'infos de la vidéo. D'accord, merci. Ouais. Je te remercie. Merci à toi. Et merci à vous pour votre écoute.